Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo ce soir, aujourd'hui, ce soir pour moi, pour ce chapitre 10, modéliser une action mécanique. Voilà, donc il fait suite au chapitre 9 qu'on a vu précédemment. Alors, on va remplir le cours ensemble, et des choses qu'on a déjà vues, d'autres que vous saviez déjà du collège, et d'autres nouvelles choses qui vous seront utiles pour ceux qui passent en spécialité physique. Alors, on va commencer par le grand 1, modélisation donc d'une action par une force. Donc évidemment, avant de commencer, bon, je pense que vous connaissez le principe, il faut télécharger et imprimer bien sûr ce cours, et on va le remplir ensemble. Alors, modélisation d'une action par une force. Vous avez entendu parler de force, je pense au collège peut-être. On a vu ce que c'était qu'un système dans le chapitre précédent. On va voir donc qu'est-ce que c'est qu'une action mécanique. Ben, voilà, des choses que vous connaissez, mais encore une fois, c'est du vocabulaire de physicien. Alors, le système étudié est modélisé par un point, et tout ce qui ne constitue pas le système étudié est appelé l'extérieur. Ça, on l'avait déjà vu. Donc, si on veut regarder le mouvement d'un ballon de basket, par exemple, il y a un joueur qui fait un panier, 3 points par exemple. Donc le ballon va avoir un certain mouvement, et si on veut étudier ce mouvement du ballon de basket, qui peut faire notamment l'objet d'un exo au bac, eh bien on va considérer le système comme le ballon. Et tout ce qui se passe à l'extérieur du ballon, toutes les forces qui peuvent intervenir sur le ballon, eh bien c'est appelé l'extérieur. Donc on a l'extérieur, par exemple le basketteur, par exemple le panneau, si jamais le ballon va sur le panneau, tout ça c'est l'extérieur. Et donc une action mécanique, c'est ce qui est capable de mettre un objet en, par exemple, mouvement. Mais l'action est aussi capable de modifier sa trajectoire, sa vitesse, ou de le déformer. Alors, donc en gros, l'action mécanique, c'est capable de tout faire sur un objet. Ça peut le mettre en mouvement, l'arrêter, modifier sa vitesse, le détourner, modifier sa trajectoire, ou même de déformer complètement l'objet. Par exemple, lorsque un joueur de tennis tape une balle, la balle elle est plus tout à fait ronde quand elle est frappée par la raquette. Elle est un peu aplatie. Après, elle redevient ronde. Alors, il existe deux types d'actions mécaniques, ce qu'on appelle les actions de contact, comme les forces de frottement, tension d'un fil, un joueur de foot qui tape dans le ballon, voilà, ça c'est du contact, et les actions à distance. Donc les actions à distance, c'est par exemple tout ce qui est force de gravitation, par exemple la Terre qui nous attire, on va le voir tout à l'heure, c'est une force de gravitation. Il y a tout ce qui est force magnétique par un aimant, tout ça. Et voilà. Bon, par contre, tout ce qui est l'appel de la force par les Jedi, tout ça on oublie. C'est que de la science-fiction. Malheureusement, j'ai essayé et ça ne marche pas. Deuxièmement, modélisation de l'action mécanique, et là on va parler justement de la force. Donc une action mécanique exercée par l'extérieur sur le système et modélisée par une force. Donc là vous pensez au basketteur qui lance le ballon vers le panier. Alors une force représente donc l'action d'un corps sur un autre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu au collège sur une force, mais une force a 4 caractéristiques. Première caractéristique déjà de la force, c'est le point d'application. Où est-ce qu'on va appliquer la force? Eh bien, pour une force de contact, c'est assez simple, c'est là où la force est exercée. Là où le ballon est touché, par exemple, ou la balle avec la raquette. Pour une force à distance, c'est plutôt le centre de gravité, c'est-à-dire en gros le centre de l'objet.
Donc ça, c'est la première caractéristique, le point d'application. Deuxième, deuxième caractéristique, une direction. Donc la direction, attention, en physique, c'est à ne pas confondre avec la troisième caractéristique que je vais vous donner tout de suite, à savoir le sens. La direction, c'est vrai que si vous sortez du lycée et qu'on vous demande quelle est la direction de la gare, ben vous allez dire c'est à gauche, puis à droite, machin. Ok. Non, en physique, une direction, c'est une droite support où va être déposé, ou peut se déposer le vecteur force, on va le voir après. En gros, c'est une droite. Alors cette droite, elle est comment? Elle est verticale, horizontale, à 45 degrés, vers le haut, non pas vers le haut, pardon, voilà, juste verticale ou horizontale, pardon, ou à 45 degrés. Ça, c'est juste la droite. Comment est la droite par rapport au milieu? Par contre, la force, dans quel sens elle est? Donc vers le haut, est-ce que je pousse le ballon vers le haut, vers le bas, vers la droite? Voilà. Ça, c'est le sens. Donc on va le voir dans les exercices plus tard. Et enfin, bien sûr, une intensité. Alors l'intensité, c'est-à-dire la valeur de la force, hein, savoir qu'une force est exprimée en newton, donc 7 newtons, 10 newtons par exemple. Newton étant donc le nom de l'inventeur de la force. On va beaucoup en parler sur ces chapitres-là. Donc on représente une force par une flèche que on va appeler, vous l'avez vu cette année en mathématiques, un vecteur. Voilà. Et donc comment on note ça? Eh bien tout simplement avec une lettre suivie d'une flèche, hein, c'est un vecteur. Donc par exemple le poids, ce sera P avec une flèche, R la réaction, etc. etc. Voilà déjà pour tout ce qui est les bases, hein, de la modélisation d'une action. On va aller un peu plus loin maintenant, et même carrément plus loin après. On va commencer avec le principe des actions réciproques. Alors on en reparlera dans le chapitre 11, vous verrez prochainement. On va voir déjà l'énoncé du principe. Très simple, action réciproque. C'est ce qu'on appelait auparavant, on ne sait pas ni pas loin ou très jeune, c'est la loi d'action-réaction. D'accord. Donc, en gros, si tu fais quelque chose à un système, il va te le rendre. En gros, c'est ça. Donc, lorsque vous avez deux systèmes qui sont en interaction, eh bien, ils exercent l'un sur l'autre, pardon, avec l'accent du sud, des forces qu'on va appeler opposées. Ces forces qui sont opposées, elles ont donc la même direction ou droite d'action. Par contre, les sens sont donc opposés et elles ont une même valeur. Pardon, ça c'est même valeur. Voilà, donc ce principe des actions réciproques, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. Cette loi est valable pour les actions de contact ou à distance. D'accord. On va en reparler tout à l'heure. Voilà donc pour la première page. On va passer donc à la deuxième page avec les forces d'interaction gravitationnelle. Alors, Isaac Newton, physicien anglais, a montré que deux objets s'attirent mutuellement. Donc en gros, si vous mettez deux personnes dans l'espace, loin de tout, à un moment donné, elles vont se rapprocher parce qu'elles s'attirent. Donc ces corps, ces objets sont en interaction sous l'effet de la gravitation. Et donc le phénomène, c'est l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle. Voilà. Alors on va prendre un exemple de deux corps A et B. Voilà, donc là vous avez A, le point B, donc c'est deux corps, hein, par exemple deux planètes, hein, si on veut, deux masses respectives MA et MB, qui sont séparées par une distance D. Et bien sûr, elles vont exercer des actions attractives l'une sur l'autre. Exemple, la Terre et la Lune. Exemple, le Soleil et la Terre. Ça, c'est assez simple à comprendre. L'action attractive exercée par le corps A
sur le corps B est modélisé par une force notée F de A sur B, dont vont suivre les caractéristiques. On va essayer de le faire ensemble. Alors, je m'intéresse à la force de A sur B. Le point A, il est là, le point B, il est là. Donc, elle est où cette force de A sur B? Si vous regardez bien, la force de A sur B, elle est là. Elle est appliquée ici au point B. Et oui, en fait, c'est le corps A qui tire vers lui, parce que c'est attractif, il tire vers lui le corps B. Donc, la flèche qui symbolise justement cette action, donc la force, eh bien, elle est ici et elle va par là. Alors, on va essayer de remplir ensemble les caractéristiques de cette force de A sur B. Alors, quel est le point d'application de la force? Où s'applique la force? Je pense que c'est assez clair. La force, elle s'applique ici au point B. Je l'ai entendu. Au point B. Quelle est sa direction? Alors attention, la direction, c'est une droite. Donc là, la droite, donc c'est là où est posé le vecteur. On peut voir ici que la direction, c'est ce qu'on appelle la droite d'action. Et cette droite d'action, c'est la droite d'action AB. Notez comme ça. Ah non, pardon. Donc là, c'est pas. Je me suis trompé. C'est une parenthèse 1 à la fin ici. Là. Je vais prendre le crayon. Hop. Ici. Voilà. Une parenthèse. Alors, quel sens? Quel est le sens de la force de A sur B? Eh bien, c'est la force. Dans quel sens elle va, cette flèche-là? Elle va de B vers A. Donc, on va le noter. De B vers A. Et quelle est sa valeur? Alors là, ça vous ne pouvez pas le savoir. Donc, la valeur de F de A sur B, je vais le noter. Alors, je vais prendre le stylo. Beaucoup plus facile. Alors, je vais le noter F, grand F. On va voir pourquoi. Et c'est égal à grand G fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance au carré. La distance qui sépare les masses A et B. Donc, qu'est-ce que c'est que cette constante? C'est ce qu'on appelle la constante universelle de gravitation. Donc, c'est une constante qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. On s'en fiche un peu. De toute façon, cette valeur vous sera toujours donnée. Alors, on va essayer maintenant d'exprimer. Donc là, on rentre un peu dans le dur, parce que bon, là, la formule est peut-être un peu compliquée, mais bon, si vous avez la masse de la Terre, la masse de la Lune, la distance entre les deux, vous pouvez très bien calculer la force de A sur B, c'est-à-dire de la Terre sur la Lune. Là, c'est pas très compliqué. Bon, on va essayer maintenant d'exprimer la force de A sur B de manière vectorielle, donc avec des vecteurs. Donc, la force de A sur B, avec un vecteur, au passage, eh bien, ça va être égal, par définition, à moins F, le F qu'on avait ici, fois U de A sur B. Ok. U de A sur B, c'est ici ce vecteur, on va le voir juste là. U de AB, c'est un vecteur unitaire. Alors un vecteur unitaire, vous l'avez vu en maths, je vous fais un petit dessin comme ça. Normalement en maths, un repère orthonormé, vous avez ici O, I, J, et I et J sont des vecteurs unitaires. D'accord? Ces vecteurs unitaires, ils valent 1. Et donc ici, pareil, UAB vaut 1, et il est dans le sens de A vers B. Et le moins qui est là, eh bien, il veut dire que la force F et le vecteur directeur sont en sens contraire. Voilà. Donc F de A sur B est contraire à la direction de A sur B. Et c'est vrai. En fait, la force dont on parle ici, là, la force F de A sur B, elle est là. Elle est bien dans le sens contraire que le sens AB. Vous voyez,
Là, on a A vers B, A sur B, et la flèche du vecteur f de A sur B, elle est bien dirigée vers A. Donc ce moins qui est là, c'est un moins qui dit que, effectivement, le sens de f de A sur B et de U de A sur B, eh bien, ils sont opposés. Alors, tout ça, c'est égal à quoi? Si je remplace f par la valeur qui est là, donc c'est égal à moins grand G, m de A fois m de B, divisé par d carré fois U de A vers B, avec un vecteur. Voilà. Voilà pour l'expression vectorielle. Donc ça, on va s'en servir évidemment tout à l'heure. Donc je vous ai parlé du vecteur unitaire, et j'aimerais vous parler maintenant de la fin de cette partie-là. Bon, on a parlé de la force de A sur B. Ok. Et la force de B sur A? Eh bien, de la même façon, B va exercer sur le corps A une force qu'on va appeler F de B sur A, qui a comme point d'application le point A, la même direction, mais un sens opposé que F de A sur B. Mais, ce qui est très important, et c'est donc ici que F de B sur A et F de A sur B ont la même valeur. Ça, c'était en page 1, c'était ce qu'on avait vu, le principe des actions réciproques. Et c'est vrai, regardez ici, là. La flèche qui est là, c'est la même que celle qui est là, en termes de grosseur, de grandeur, en termes de valeur. Alors évidemment, elles ont la même droite d'action, elles ont des sens opposés, et elles ont la même valeur. Donc on va pouvoir écrire une relation ici. La relation, c'est la suivante. Eh bien, finalement, f de A sur B est égal, alors en vecteur, hein, bien sûr, est égal à moins f de B sur A. Et donc ce moins qui est là veut dire qu'ils sont de sens opposé. Mais en termes de valeur, combien vaut f de A sur B? F de A sur B, ça vaut grand F, c'est-à-dire G fois M A MB divisé par D carré. Eh bien, f de B sur A, ça vaut aussi F. C'est-à-dire que quand vous avez la Terre et la Lune qui s'attirent, eh bien, elles vont s'attirer avec la même force. Ah, ça, peut-être que c'est dur à comprendre pour certains. Je vous donne un exemple. C'est des choses que je fais en classe, devant les élèves, devant vous. Là, évidemment, je ne peux pas le faire. Enfin, bon, je pourrais le faire, mais bon. Voilà. Donc si je suis en classe, qu'est-ce que je fais? Je monte sur une chaise. Alors au début de ma carrière, je montais sur la table, c'était encore plus rigolo, mais un peu vieux, alors je fais gaffe à mes chevilles. Donc je monte sur la chaise et je saute. Donc je saute de pas très haut, je me rattrape sans trop tomber. Mais qu'est-ce qui se passe quand je saute? Il se passe que la Terre m'attire. C'est pour ça que je tombe. On va voir tout à l'heure le poids d'un objet dans le grand 3. Effectivement, la Terre m'attire. Elle m'attire avec une interaction gravitationnelle. On va le voir tout à l'heure. Eh bien, d'après le principe des actions réciproques, j'attire la Terre avec la même force. Exactement la même valeur. Alors moi, je pose la question, pourquoi la Terre ne se rapproche pas de moi? Bah oui, si je tire sur la Terre avec la même force que la Terre tire sur moi, pourquoi on ne se déplacerait pas de moitié-moitié? Ah. Donc ça, c'est des questions qui peuvent vous laisser un peu perplexe. Généralement, il y a quelques élèves qui ont compris. Essayez finalement, avec la même force, de bouger votre trousse et de bouger une voiture. Vous êtes d'accord que la trousse, vous allez pouvoir la bouger sur la table. Par contre, la voiture, avec la même force, la même poussée, vous n'arriverez pas à la bouger. Pourquoi? Parce que la voiture est plus lourde, elle a une masse bien supérieure. Donc même si moi, pauvre humain, j'applique la même force sur la Terre est tellement lourde qu'elle ne va même pas me calculer. Elle ne va même pas bouger d'un centimètre ou d'un millimètre. Parce que la force que j'applique sur elle, elle est insignifiante par rapport à sa masse. Par contre, elle, cette force-là, sur moi, c'est quelque chose, ça me fait tomber. D'accord? Et ça me fait tomber vite si je saute de plus haut, évidemment.
Donc voilà un petit peu le. Il faut bien faire le détail entre force et masse. Voilà. Faire attention à tout ça. Ok, alors on va passer donc à la dernière partie, au grand 3, avec les caractéristiques de quelques forces. On va étudier notamment le poids d'un objet. Voilà, très très intéressant. Alors, le poids d'un objet, donc à proximité de la surface d'un astre, tel que la Terre par exemple, tout corps de masse m est soumis à une force qu'on appelle la pesanteur. Cette force qu'on appelle aussi donc le poids, qui est donc à l'origine de la chute des objets, hein, comme quand je tombe de la chaise par exemple. Le poids PA d'un objet à la surface d'un astre est assimilé donc à une force d'interaction gravitationnelle, comme on l'a vu juste au-dessus. Et on va étudier un peu plus en détail ce poids dans la dernière page, page 3. Donc finalement, le poids, donc on va écrire l'expression, enfin une relation entre l'expression de cette force gravitationnelle et l'expression du poids que vous avez vu au collège. Si vous en rappelez, normalement vous l'avez vu. Alors, quelle est cette expression? Alors, le poids P de A, donc là je passe en vecteur, hein, P de A, donc c'est. Alors, P de A c'est l'astre, d'accord? Alors ça peut être la Terre par exemple. Donc le poids de la Terre, c'est égal à quoi? C'est une force d'interaction gravitationnelle, donc de la Terre sur un objet. Par exemple, votre prof, d'accord? Ok, très bien. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins G, masse de la Terre, fois la masse de l'objet, d'accord, divisé par la distance entre le centre de la Terre et l'objet, c'est-à-dire le rayon de la Terre. Donc le rayon de l'astre au carré. Attention au carré. Ça, c'est fois U, le vecteur unitaire, entre l'astre et l'objet. Donc ça veut dire que le poids, il est de sens opposé à au sens de A vers l'objet. Ça, on va en parler tout à l'heure. Et ça, c'est égal à quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Donc ça, c'est ce qu'on a vu en seconde, hein, il y a 5 minutes. Et au collège, vous avez vu que P est égal à M fois G. Normalement, P égale mg, c'est quelque chose que vous avez vu. Donc on va le revoir. Donc P de A, c'est égal à M fois G. Mais M de qui? M de l'objet fois G. Et G, on va lui mettre un vecteur, parce que c'est G de l'astre. Justement, ce vecteur G, c'est le vecteur associé à la pesanteur sur l'astre où il se trouve. Et ça, c'est sur le système. Il est donc, petit g, vertical et dirigé vers le bas. Oui, le poids, c'est vertical et vers le bas. Donc de cette relation, on peut en déduire que le poids P et le vecteur gravitation G ont la même direction et donc le même sens. Par comparaison des expressions, on peut donc définir maintenant en fait combien vaut cette intensité de la pesanteur. Et oui, regardez. En fait, ici, on a quoi? On a donc alors, on pourrait rajouter ici à la fin que c'est égal. On pourrait. Ah, je ne suis pas en stylo. On pourrait rajouter que c'est égal à moins m de l'objet fois g de a et fois u de a vers l'objet. Donc en fait, le moins ici et le moins là vont s'annuler. Donc en fait, on va dire que ça, c'est égal à ça. Donc ça, je vais le prendre en bleu, ça fait un peu des gros trucs. Hein. Mais en fait, on va considérer donc que tout ça, là, que j'entoure ici, par comparaison, tout ça, c'est égal à tout ça. D'accord? Oui, parce que si le poids, c'est moins cette patate bleue fois U, c'est aussi égal à moins la patate bleue fois U. Donc on peut faire une égalité entre les patates bleues. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et qu'on va écrire ici. Donc on a d'un côté donc grand G
fois MA fois la masse de l'objet divisé par R carré de l'astre égale à la masse de l'objet fois GA. Et là, on voit quoi? Eh bien, on voit que on peut simplifier par la masse de l'objet. Et finalement, on obtient la relation suivante. G de A est égal à grand G fois la masse de l'astre divisé par R au carré. C'est-à-dire que la constante de pesanteur d'un astre, par exemple la Terre ou la Lune, dépend de la masse de l'astre et du rayon, donc de cet astre. Et ainsi, on va pouvoir définir cette intensité de pesanteur de la Terre ou de la Lune. On va avoir donc des exercices où il faudra calculer l'intensité de la pesanteur sur la Terre ou sur la Lune ou ailleurs. D'accord. On peut, voilà, donc la phrase qui est là, je l'ai déjà citée, donc G dépend de la masse et du rayon. Ok. On va finir ce chapitre par les forces exercées sur un support ou sur un fil. Donc lorsque le système étudié est maintenu par un fil ou posé sur un support, alors ce fil ou ce support exerce donc une action de contact sur le système. Donc là, on va regarder deux forces de contact. Des forces de contact, en fait, on ne connaît pas vraiment les expressions mathématiques. D'accord? En fait, on va juste s'en servir. Là, il faut juste pour vous les connaître et vous en servirez plus tard. Mais même en terminale, on ne saura pas exactement, comme ici, on a une formule toute faite pour le poids. Là, pour la réaction et la tension d'un fil, on n'aura pas d'équation. Et même après, d'ailleurs, quelles que soient les années d'études. Alors, on va d'abord parler de la tension T exercée par un fil sur le système. Exemple, vous avez un fil qui retient une bille, et donc vous avez le fil qui tire effectivement sur le système, comme vous avez ici la force, la modélisation de l'action mécanique par la force du fil sur le système. Et justement, ensemble, on va essayer de voir quelles sont donc ces caractéristiques. Alors, pour un fil, quel est le point d'application? Eh bien, tout simplement, comme on l'a déjà vu, ça va être le point de contact entre le fil et l'objet, donc le système. Quelle va être la direction? C'est la direction du fil. La force suit le fil. Donc la direction, c'est la direction du fil. Et quel est le sens? Eh bien, le sens, c'est de l'objet vers le fil. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, les caractéristiques de cette tension exercée par un fil. De la même façon, il faut connaître les caractéristiques de la réaction normale du support. Donc vous avez un objet qui est posé sur une table. Donc là, elle est un peu penchée, la table, c'est pour l'exemple de la remarque. Mais si la table est horizontale, eh bien, le support va s'opposer à l'action du système qui s'appuie sur lui. Donc en fait, le livre est posé sur la table, la table ne laisse pas passer, donc la table réagit, d'où réaction, par une force, et donc une force du support sur le livre. Et cette force-là s'oppose bien sûr au poids du livre. Sinon, le livre s'enfoncerait dans la table. Voilà. Alors quel est le point d'application? Eh bien, ça va être le centre de la surface de contact entre le support et l'objet, donc et le système. Quelle va être la direction? Eh bien, c'est perpendiculaire
perpendiculaire au support. Toujours. C'est pour ça qu'on appelle une réaction normale. Et le sens, eh bien, ça va être du support vers le système. Alors, remarque, lorsqu'il y a des frottements, la réaction du support R n'est pas perpendiculaire au support. C'est le cas notamment pour un système immobile sur un support incliné. Donc ici, dans ce cas-là, la force là du support, elle est... Ah, je n'ai pas pris mon stylo, voilà, comme ça. Donc la force, elle est quand même vers le haut, comme ça, ici, la force du support sur le livre. Mais vous voyez que là, c'est pas perpendiculaire. Alors, c'est pas perpendiculaire parce que, en fait, il y a deux forces. Je vais le faire avec une autre couleur. C'est l'association de deux forces. Bon, c'est un peu compliqué, vous voyez ça en première. C'est l'application entre la force qu'on appelle ici, là en mauve, Rn, réaction normale, et ici vous avez une force de frottement qui retient, petit f, qui retient le livre, et donc la somme des deux vecteurs, eh bien ça fait la réaction qui n'est plus une réaction normale, qui est plus perpendiculaire, réaction au livre. Voilà, donc ça c'est un peu le programme de première. Voilà, j'espère que vous avez suivi l'intégralité de ce chapitre. Et donc, je vous dis à plus tard sur la correction des exercices liés à ce chapitre. À plus tard.